J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on va travailler sur le sujet de la gestion de la BFR, de la filiale dans un montage LBO. Le montage LBO, ou bien le leverage buyout, c'est le rachat d'entreprise avec un effet de levier. C'est-à-dire qu'il y en a certains dirigeants et certains cadres clés d'une entité qui veulent ou bien qui décident de reprendre l'entreprise et d'être des investisseurs ou bien des actionnaires au lieu d'être seulement des salariés, et cela avec l'intervention d'un fonds LBO, donc un fonds d'investissement qui est dédié à ce genre de montage. Eh bien, ils vont financer donc la reprise à l'autre, par exemple, de 30% avec des fonds propres, c'est-à-dire une partie va être financée par les dirigeants et les cadres clés, ou bien en général le top management de la cible, et une deuxième partie par le fonds LBO. Et pour la troisième partie qui concerne la partie majeure, à peu près de 70%, elle sera financée par la dette. Et d'ailleurs, on a parlé sur les différentes tranches de la dette. On a en premier lieu la dette senior, donc généralement la dette bancaire. On a en dernier lieu, donc la tranche C, on a la dette mezzanine qui peut aller vers 8 ans et qui ne sera même pas remboursé avant de terminer l'ensemble des échéances ou bien le remboursement complet de la dette senior ou bien la dette bancaire. Et on a dans le middle, donc on a dans la tranche B, la dette hybride qui peut prendre par exemple la forme de certaines obligations convertibles en actions, bien des obligations qui sont remboursables en actions. On va prendre un certain forme hybride entre la dette mezzanine qui est une dette donc avec l'ensemble des caractéristiques paiement des intérêts, soit in fine ou bien selon la modalité. Aussi, on a la dette senior, mais il y en a certaines différences de lors du paiement ou bien le remboursement de la dette. Mais ce qui va nous intéresser dans cet épisode, c'est parler sur la gestion du BFR. C'est quoi le BFR? C'est un besoin en fonds de roulement, c'est un besoin en financement qui est né de l'exploitation. Et généralement, quand on dit l'exploitation, on a deux rubriques du bilan ou bien du patrimoine d'entreprise qui sont dans un mouvement dynamique. C'est l'actif circulant, c'est-à-dire les stocks et les clients. Et on a le passif circulant qui, généralement, vers les dettes fournisseurs et aussi les dettes fiscales à court terme. Alors, si on veut donner une certaine illustration sur comment on doit gérer le BFR de notre cible afin de réussir notre montage, on va commencer par une simple introduction de la définition du BFR. Alors, c'est quoi un BFR? Généralement, le besoin de contrôlement est un indicateur comptable et financier qui permet d'évaluer le financement à court terme d'une entreprise. Il mesure les décalages de flux de trésorerie entre les encaissements, les entrées d'argent et les décaissements sorties d'argent d'une entreprise. Donc, la définition du besoin en fonds de roulement est utile aux dirigeants, les DAF, comptables et responsables financiers des entreprises. Donc, selon le site Agicap, donc cette définition va nous donner une certaine vision et une certaine vue préliminaire. Donc, c'est quoi le besoin en fonds de roulement? Il est né d'un décalage d'encaissement et de décaissement. Et qu'est-ce qu'on a dit? Donc, toutefois, on parle de l'exploitation, c'est-à-dire les éléments courants. On a la liquidation des stocks, recouvrement des créances et aussi le paiement des dettes à court terme, qui sont généralement les dettes fournisseurs à 2 ou bien 3 mois de décalage. Alors, la gestion du besoin en fonds de roulement consiste à repérer les postes, donc l'actif circulant et aussi le passif circulant. Un besoin en fonds de roulement qui est négatif, qui est positif, eh bien, est au-delà d'être supérieur de zéro, entraîne la réduction de la trésorerie nette de l'entreprise et la placer dans une situation délicate. C'est-à-dire quoi? Je dois analyser donc mon besoin en fonds de roulement ou bien les flux du besoin en fonds de roulement durant l'année avec donc certaines attentes que mon besoin en fonds de roulement ne doit pas être aussi positif donc pour me causer une situation qui est délicate. Tout simplement, si j'en ai un besoin en fonds de roulement qui est positif, alors mes délais clients, mes délais de liquidation de stock, ils sont supérieurs à mes délais de règlement fournisseur. C'est-à-dire, donc, je fais des flux de sortie d'argent d'une manière qui est récurrente au lieu d'avoir un certain flux d'encaissement qui peut gérer, donc qui peut même jouer un effet de compensation. On juge le calcul sur la base du BFR normatif, c'est-à-dire donc le BFR qui est courant, qui est un BFR donc qui est calculé selon des flux et des postes avec leur montant moyen afin d'éliminer donc la
probabilité que notre BFR soit biaisé par des valeurs aberrantes, c'est-à-dire des valeurs donc saisonnières. Comme il est représenté dans le graphe ci-joint, donc on a un BFR qui est au fil de temps. Le BFR, c'est une notion qui est structurelle. Pourquoi? Parce que c'est la somme de plusieurs besoins en fonds de roulement conjoncturels, un besoin en fonds de roulement positif, négatif et avec la fluctuation au fil des mois, va nous donner un besoin en fonds de roulement structurel ou bien qui sera interprété comme un besoin en fonds de roulement à long terme, mais ce long terme-là, il est découpé selon plusieurs BFR à court terme. Alors, le BFR normatif s'exprime en jour du chiffre d'affaires pour permettre des calculs prévisionnels. Pour chaque poste du BFR, on calcule un montant moyen selon la formule suivante, c'est-à-dire le poste multiplié par 360 sur le chiffre d'affaires. C'est une certaine formule pour exprimer le montant de notre besoin en fonds de roulement en termes de jours du chiffre d'affaires. C'est-à-dire le poste, le montant sur le chiffre d'affaires multiplié par 360 afin d'avoir le montant en signification du jour du chiffre d'affaires. Et cela n'a que le but de simplifier les calculs. Et généralement, avant que je passe vers un tableau et faire certains calculs et même des prévisions, parce que tout simplement, je suis à l'instant T0. Je viens de prendre la boîte, je viens de prendre les clés de la boîte, j'ouvre, je trouve le patrimoine, donc généralement le bilan, et je suis en train de faire mes calculs pour obtenir le besoin en fonds de roulement normatif. Sur la base de ce besoin en fonds de roulement, je peux faire par la suite mes prévisions et je peux même commencer mon plan ou bien mon programme pour la réduction du BFR et généralement, je dois maintenir un niveau de BFR égal au fond de roulement, tout simplement pour avoir une trésorerie négative. Et une trésorerie négative, une trésorerie qui est nulle, donc égale zéro, va me signifier que j'en ai ni un effet de sous-évaluation, ni un effet de surévaluation en ce qui concerne un excédent de trésorerie ou bien un gap négatif de trésorerie. Alors, pour chaque poste du BFR, on procède par une décomposition de la formule précitée. Comme on a dit, donc, on a le poste, donc le montant qui figure au niveau du bilan multiplié par 360 et divisé par le flux annuel, ce ratio-là va être multiplié avec un autre ratio qui est le flux annuel divisé par le chiffre d'affaires hors taxe, tout simplement pour assurer la cohérence du calcul. Et je serai deux structures. C'est comme on a fait pour la rentabilité. On a divisé la rentabilité entre profitabilité multipliée par l'efficacité. Et maintenant, le poste ou bien le besoin en fonds de roulement normatif pour chaque poste du bilan, soit l'actif circulant ou bien le passif circulant, est égal la multiplication entre ces deux ratios. Le premier qui est le temps d'écoulement et le deuxième, c'est le coefficient de structure. Généralement, ce qui est très important, c'est de connaître le temps d'écoulement. C'est le temps de séjour du stock dans les magasins ou bien dans l'entreprise. C'est-à-dire, si je dis que j'en ai un temps d'écoulement de 40 jours pour, par exemple, un stock de matières premières, c'est-à-dire que quand j'achète les matières premières, donc je les stocke dans le magasin ou bien dans le hangar, etc. Et ces matières premières vont passer un séjour de 40 jours avant d'être transmis à l'atelier pour, par exemple, produire un produit fini ou bien servir à produire un autre produit. Cela signifie que si j'en ai un taux d'écoulement qui est assez élevé, toutefois, j'en aurai un besoin de fond de roulement qui est élevé. Et même si j'en ai un temps d'écoulement pour le fournisseur qui est élevé, c'est une ressource et par la suite, j'aurai un besoin de fonds de roulement négatif, ce qui est une situation favorable pour moi comme étant un dirigeant d'une boîte, tout simplement. Pourquoi? Parce que si l'argent des fournisseurs va séjourner dans ma caisse sur une durée qui est élevée, c'est bénéfique. Je peux utiliser cet argent dans certains placements à court terme. Je peux utiliser cet argent pour financer mon exploitation avant même d'être exigible pour régler le fournisseur à terme. Alors, cela va être présenté sous la forme du tableau suivant. C'est un travail de certains auteurs français. On prend les postes de l'actif, on calcule le taux d'écoulement, on calcule le coefficient structurel. Le coefficient structurel, comme on a dit, c'est obtenu par le flux annuel sur le chiffre d'affaires. C'est un taux de rotation, c'est-à-dire combien va me présenter ce flux annuel par rapport à chiffre d'affaires hors taxe encaissé durant la totalité de l'année.
Et par la suite, j'en aurai donc la décomposition suivante. Le taux d'écoulement et le coefficient de structure pour chaque poste de l'actif et poste du passif. Et comme on sait que le BFR, c'est l'actif circulant moins le passif circulant, c'est-à-dire donc les flux entrant théoriquement moins les flux sortants, j'obtiendrai par la suite certain taux de chaque poste et je fais la soustraction. Si je trouve que les totaux en termes de passifs dépassent les totaux en termes d'actifs, j'obtiens tout simplement un besoin en fonds de roulement négatif qui va être inscrit dans la colonne des ressources parce que c'est une ressource. Je ne paye pas mes fournisseurs dans la même durée que j'encaisse l'argent. J'encaisse l'argent auprès de mes clients, mais il me reste une certaine durée où je ne règle pas mes fournisseurs et cet argent il séjourne dans ma caisse, c'est-à-dire une ressource pour mon exploitation. Et aussi, si j'obtiens un besoin en fonds de roulement positif, c'est-à-dire que les comptes d'actifs elles dépassent largement les comptes du passif, j'en aurai un besoin en fonds de roulement qui est positif, qui est une situation qui est défavorable puisque je dois avoir soit un fonds de roulement positif pour financer mon exploitation. Et si, par exemple, toutefois, j'essaie de maintenir le niveau de mon fonds de roulement au même niveau de mon besoin en fonds de roulement, qui peut, par exemple, être positif, je serai donc dans l'exigibilité de faire un recours à certains concours bancaires ou bien à certaines facilités de caisse qui vont me pénaliser avec des intérêts qui sont élevés. On peut parler sur un ordre d'un prêt sur une période de 3 mois avec des taux d'intérêt 12% et ces intérêts peut être des intérêts capitalisés au lieu d'utiliser la formule des intérêts simples. Alors, donc, quand je fais mon analyse à l'instant T0, je viens de prendre, par exemple, la cible avec l'analyse de certains comptes d'actifs et de passifs, j'obtiens que le besoin en fonds de roulement négatif à la date N égale par exemple 22 jours du chiffre d'affaires. Donc, c'est l'information que j'ai pu obtenir après l'analyse du patrimoine à l'instant T0, c'est-à-dire l'instant où on a effectué le rachat ou totalement, comme étant un dirigeant de fonds LBO, je deviens un actionnaire tout en long avec les anciens dirigeants et les quatre clés de la cible. Donc, en suivant le montage qu'on a dû citer, le montant de l'opération s'évalue à 100 millions de dirhams. Alors, je vais financer 30 millions de dirhams, moi, avec les autres actionnaires, et c'est-à-dire que le montant de capital, elle est à l'ordre de 30 millions de dirhams. Le pourcentage de participation des dirigeants, elle est à l'ordre de 10%, 10%. Et comme étant un fonds LBO, j'obtiens les 90% restantes. Parfait. Alors, je suis maintenant en train de faire mes prévisions sur les 5 ans pour connaître est-ce que vraiment je serais capable de réduire le besoin en fonds de roulement tout simplement pour assurer le remboursement des dettes à court terme et la remontée des dividendes qui sont issus de mon activité. Parce que j'ai fait une activité d'automobile, je suis en train de faire des ventes de biens. Je sais que j'en ai toutefois donc impacté par l'imputation de certains coûts supplémentaires. Je trouve la hausse de certaines matières premières, la hausse des pièces de rechange, etc., etc. Alors, tout le temps, je dois avoir un besoin en fonds de roulement qui est assez réduit et dans la norme afin de fluidifier même donc l'exploitation et de ne pas générer donc un certain besoin en fonds de roulement critique qui va me pénaliser comme étant un investisseur qui veut faire une certaine rentabilité à court terme dans la durée de 5 ans premiers avant de passer vers le leveraging, capitalization et les autres méthodes. Alors, le besoin de fonds de roulement prévisionnel, tout simplement, il se calcule par la multiplication du besoin de fonds de roulement normatif que j'obtiens à la date T0 après que j'ai pris les clés et j'ai commencé à analyser le patrimoine multiplié par le chiffre d'affaires prévisionnel divisé par 360, tout simplement dans le but d'exprimer le besoin en fonds de roulement toujours en termes de jours du chiffre d'affaires. Sur la base des prévisions, on analyse les principaux postes du BFR, l'actif et le passif, et on utilise certains ratios
pour analyser donc nos prévisions. Les ratios sont tout simplement, si je veux analyser les ratios en ce qui concerne la matière première et aussi les produits finis ou bien la marchandise, si je suis en train de faire une activité à part commerciale ou bien de négoce pour avoir un certain euh, ressources supplémentaires d'argent, tout simplement, je prends le stock moyen du poste, je multiplie par le coût et divisé par 360 pour l'exprimer en termes du jour. Alors, le stock moyen, c'est le stock initial plus le stock final divisé par 2. Et en ce qui concerne le coût, soit le coût d'achat ou bien le coût de production, c'est tout ça, ou bien le même, concerné le coût de revient de la matière première ou bien du produit fini, c'est tout simplement le prix d'achat en termes TTC additionné à certains frais, soit ils sont exigibles à la TVA ou non. Et tout simplement, à l'aide de mes prévisions, par exemple, j'ai constaté que à la date 1 et à la date 2, post l'opération de reprise, je peux réduire mon besoin de fonds de roulement au lieu d'avoir 22 jours, c'est seulement, ça sera égal à 20 jours. Donc, j'ai pu, avec certaines prévisions et avec certaines solutions qu'on va détailler maintenant, j'ai pu réduire donc mon besoin de fonds de roulement de 22 jours à 20 jours. Donc, parfait. Après cette analyse, je dispose de certaines solutions. La première solution, c'est la réduction des postes de stock. Premier lieu, donc l'approvisionnement du fréquent, c'est-à-dire au lieu d'acheter la marchandise d'une grande quantité et le faire stocker, donc je serai un temps d'écoulement qui est très lent, qui va pénaliser ma trésorerie, donc un besoin de fonds de roulement qui est assez positif. Je fais un approvisionnement qui est fréquent avec des quantités optimales sur des durées qui sont ventilées ou bien élargir dans le temps. Donc, au lieu d'acheter 1000 kilogrammes et aussi donc essayer de soit de l'écouler ou bien d'utiliser dans la production au fil de temps, je peux acheter à chaque fois 250 ou bien 300 selon les besoins de l'exploitation ou bien selon la matière qui est nécessaire dans mon cycle d'exploitation. En deuxième solution, on peut trouver l'utilisation d'une matière moins coûteuse, c'est-à-dire essayer de fortifier le pouvoir de négociation avec les fournisseurs et aussi si je suis par exemple un client fidèle, je fais toujours un bon chiffre d'affaires avec mon fournisseur, je peux toutefois essayer de négocier donc les termes du contrat et même essayer de faire un leverage avec les conditions de concurrence où je peux par exemple partir à un autre fournisseur qui va me fournir les pièces donc avec un coût qui est moins élevé ou bien moins coûteux. Aussi, je peux même diriger avec l'import si j'en ai un fournisseur à l'international avec des marges qui sont très intéressantes, etc. En troisième lieu, j'obtiens la réduction de la durée du processus de production et cela, c'est relatif au levier opérationnel. Donc, je me s'asseoir avec les ingénieurs et aussi donc les contrôleurs de gestion, l'ensemble des dirigeants de l'usine et d'essayer donc de trouver donc l'ensemble des solutions qu'on peut mettre en cause afin de réduire le processus de production, soit donc de faire un approvisionnement en termes des machines, aussi en termes des lignes, donc des lignes de transfert ou bien aussi des lignes de production, etc. En deuxième lieu, je trouve la réduction des postes clients. En premier lieu, donc améliorer le recouvrement des créances, c'est-à-dire donner des délais clients qui sont moins élevés. Deuxièmement, donc l'optimisation des moyens de paiement, soit je dois payer donc avec des virements bancaires ou bien même je peux me diriger avec des effets escomptés, donc un ensemble de moyens de paiement, soit payer aussi avec de l'argent, donc en termes électroniques. Donc, essayer de moderniser le système de paiement de l'entreprise. En troisième lieu, on peut parler sur accorder des escomptes pour encourager le paiement avant échéance ou bien le paiement au comptant, c'est-à-dire donc accorder certaines réductions financières à nos clients afin qu'ils règlent avant le temps, avant échéance et obtenir donc cette nette
c'est net financier qui est plus favorable, tout simplement pour réduire les postes de l'actif circulant et par la suite, on est en train de réduire notre besoin en fonds de roulement. Et ce qu'on peut dire donc à la fin, c'est que quand je suis en train de calculer mon tableau de flux de trésorerie, donc j'obtiens le résultat net, je fais mes retraitements et mes ajustements et j'obtiens finalement la marge brute d'autofinancement qui n'englobe bien, qui ne concerne que les éléments qui sont réellement encaissés et que les éléments qui sont réellement décaissés. Et finalement, je dois essayer de jouer donc mon enjeu sur la variation du besoin en fonds de roulement. Si j'en ai toujours un besoin en fonds de roulement, une variation qui est négative, et cela va être inclus dans ma formule en termes de plus et j'obtiens un flux de trésorerie net généré par l'activité qui est positif et qui est suffisant et qui va m'assurer, donc, comme on a dit, le remboursement de mes fournisseurs, la remontée de dividendes et aussi il peut même assurer un réinvestissement en termes d'immobilisation corporelle qui sont le centre neurone de mon activité automobile. Et comme ça, donc, si on peut parler donc de la cible, donc j'ai réalisé donc certains éléments d'analyse, j'ai pris les comptes actifs et aussi les comptes de passifs, j'ai calculé les coefficients de structure et aussi les taux d'écoulement, j'ai même pris en compte la TVA parce que toutefois j'en ai des créances qui sont TTC et j'en ai un fournisseur qui est inscrit en termes hors taxe, mais je dois inclure la TVA facturée et aussi de faire le règlement, donc pour constater la TVA due, est-ce que je suis exigible ou bien j'en ai un crédit de TVA. J'ai essayé donc d'illustrer l'ensemble des éléments dans le tableau qu'on vient de voir. Donc, c'est le modèle standard. Donc, il est adopté par certains auteurs français. J'ai obtenu le tableau, j'ai essayé de calculer comme on a dit. À l'instant T0, j'ai trouvé que mon besoin de fonds de roulement, il est à l'ordre de 22 jours de mon chiffre d'affaires hors taxe. Alors, j'ai trouvé que j'en ai certains stocks de marchandises et certains créances clients qui ne règlent pas donc, à temps et qui ne se liquident pas à temps. Donc, généralement, j'ai commencé un programme prévisionnel de réduction du BFR. J'ai calculé donc besoin en fonds de roulement prévisionnel sur la base de mon besoin en fonds de roulement normatif. Donc, j'ai obtenu un certain élément qui est alors de 350 000 dirhams donc, pour l'année 1, donc, qui est la poste de ma reprise. Alors, j'ai essayé d'améliorer mes conditions de liquidation. J'ai contacté les clients. J'ai dit qu'on peut vous accorder un certain un escompte de 2% sur la base de vos factures si vous réglez d'ici 3 mois, donc avant attendre l'échéance de vos créances. C'était le premier succès qu'on va faire. Le deuxième succès, c'est d'essayer de liquider les stocks avec des marges qui sont à la baisse, tout simplement parce qu'on est en train de donner donc un boost à notre activité. On doit booster notre trésorerie, on doit encaisser de l'argent. Pour cela, donc, on a essayé de liquider les stocks avant de certaines matières et fournitures. Donc, généralement, on dispose de certains produits finis dans le secteur automobile, de certaines pièces de rechange qu'on va les liquider dans le marché secondaire en termes d'échange ou bien avec nos clients, clients initiaux. On va essayer de liquider notre stock de produits finis, donc en termes de marchandises, etc. Et après, on va trouver qu'on peut arriver à un certain besoin de fonds de roulement prévisionnel qui sera réduit par la suite à 20 jours. Alors, si je vais calculer la variation d'ici une année, je trouverai la variation de mon besoin en fonds de roulement égale moins 2 jours. Alors, dans la formule du calcul de mon flux de trésorerie, je trouverai que cette variation va être introduite avec le signe plus, c'est-à-dire j'en ai une certaine ressource de plus afin d'assurer mes exigibilités comme étant le dirigeant de la filiale et par la suite, je peux tout simplement assurer le remboursement des créances à court terme, aussi la remontée des dividendes d'une manière qui est très fluide. Alors par la suite,
c'était un peu donc la manière dont on peut gérer la trésorerie de notre filiale. Donc, c'était une introduction, mais si on va parler sur les détails, on va analyser chaque compte donc d'une manière qui est sophistiquée. On va essayer de calculer le taux de recouvrement moyen pour déterminer les créances qu'on peut avoir. Aussi, si on va lancer sur une requête, requête juridique, en termes juridiques, etc., au cas où il y en a un litige pour constater certaines provisions clients. Donc, c'est tout une cuisine à faire. Mais ce qui est important, c'est on va analyser notre besoin de fonds de roulement négatif selon les éléments ou bien le calcul moyen. On va calculer notre besoin de fonds de roulement prévisionnel en fonction du chiffre d'affaires prévision qu'on essaie de dire qu'on va l'encaisser en termes de notre budget prévisionnel au fil des 5 ans donc du montage. Donc, c'est le court terme parce que par la suite, on va faire une restructuration de la boîte, soit par le réendettement, etc. Et par la suite, je peux dire que avec une certaine prévision, avec une certaine gestion des comptes stock, généralement et clients, parce que l'enjeu sur les délais fournisseurs, c'est un peu critique avec la promulgation de certaines lois qui vont exiger un certain délai de paiement fournisseur qu'on ne peut pas le dépasser. Et par la suite, la variation négative de BFR va jouer donc en faveur de la trésorerie. Et comme ça, donc, on est arrivé à la fin de notre petite vidéo et à la prochaine, Inch'Allah.